Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Subaru BRZ 2022, la toute équipée avec la transmission manuelle quand même. Petite voiture sport que j'ai été propriétaire de son jumeau en 2013, la Scion FRS. Alors je crois que je suis très bien placé de parler de cette voiture. Mais avant tout, un petit survol. La BRZ est une voiture sport de 2800 livres conçue pour être amusante à conduire. La rigidité en torsion, qui est la force nécessaire pour tordre le châssis d'une voiture, a été augmentée de 50%, ce qui permet à la suspension de faire son travail plus efficacement. Le centre de gravité de la BRZ est 17,95 pouces, soit un demi-mètre. Le moteur Boxer n'est pas vraiment plus gros en taille absolue, il est bas et positionné stratégiquement pour assurer une bonne répartition du poids. Le déplacement du moteur a été augmenté à 2,4 litres et ne prend que du gaz suprême, ce qui est poche pour les acheteurs soucieux de leur budget. Il produit 224 chevaux et 184 livres de couple. L'économie de carburant est terrible à 12 litres en ville et 8,8 litres sur l'autoroute. C'est poche, bien que la chute de couple de la version précédente ait disparu. L'intérieur a été rafraîchi. Il en avait besoin. Tout est un peu mieux et cela signifie des meilleurs sièges, un tableau de bord numérique et certains matériaux utilisés qui ont été eux aussi améliorés. D'autres choses sur cette version toute équipée, des roues 18 pouces avec des pneus de performance Michelin Pilot Sport 4, lumière à DEL directionnelle, siège sport chauffant en suède et en cuir, audio haut de gamme à 8 haut-parleurs et avec la boîte automatique 6 vitesses, vous obtenez les aides à la conduite de Subaru. Ce manuel 6 vitesses, notre testeur tout équipé, coûte 41 055 au Québec, en Alberta, 37 712 $. Cette voiture est absolument séduisante. Aucune voiture est aussi amusante à conduire pour moins de 50 000 $, même pas la MX-5. J'en veux une. Rebonjour. Alors Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien évidemment, sur le continent nord-américain, tous les véhicules qu'on a essayés, toi et moi, dans les dernières années, on ressent l'âgisme, on ressent la moyenne d'âge qui augmente. Le vieillissement de la population. Oui. Évidemment. Confort. Exactement. Et ça se ressent sur le type de véhicule qu'on a sur les flottes de presse. Oui. Ce véhicule-là va à l'opposé de ça. Oui. Complètement amusant, plaisant à conduire, plaisir de conduite. Tout est là pour amuser le conducteur. Deuxième génération, puis là, on a fait des raffinements sur la voiture et ça paraît. Top Safety Pick Plus, selon les DHS, fait que c'est quand même là, une voiture très sécuritaire, malgré sa grosseur. Oui. La braquette de prix, 30 495 $ à 35 895 $. Le prix de notre modèle d'essai, 34 220 $. Les pour, voiture très plaisante à conduire, très bon comportement routier, très maniable, très petit empattement, ça fait qui se manie bien, qui se stationne relativement bien. Moteur plus performant. On avait un 2 litres avant de première génération, maintenant le 2.4, et ça se ressent sur les performances, sur le couple à bas régime. Direction ultra précise, très plaisante, directe. C'est instantané lorsque vous voulez faire un mouvement avec ce véhicule-là. Très plaisant. Choix de transmission, automatique ou manuel, comme notre modèle d'essai. Oui. Apple CarPlay, Android Auto de série. Oui. Puis en plus, moi, je trouve que c'est présenté dans une brochette de prix très acceptable. 34 000 $ pour le modèle d'essai. Oui. C'est un véhicule qui est fabriqué au Japon. Made in Japan. Fait que c'est quand même à spécifier. C'est la meilleure main-d'œuvre sur la planète technique. Exact. Fait que c'est quand même un bon choix de ce côté-là. Les comptes, les places arrière ridicules et difficiles d'accès. Présentation intérieure, un peu plastique à certains endroits, mais le prix demandé est quand même pas astronomique, fait que c'est quand même pas si mal que ça. Visibilité arrière très réduite, en raison du profil, en raison de la silhouette du véhicule, ce qui fait que c'est un peu normal. L'insonorisation, évidemment, c'est une voiture qui est destinée à une clientèle jeune, fait que l'insonorisation n'a pas été mise de l'avant. On veut entendre le moteur, on veut entendre les bruits de la route et on le ressent avec ça, mais c'est mieux que la première génération. L'insonorisation s'est améliorée. Et on veut garder le poids bas.
Exact. L'espace coffre qui est limité, évidemment, on est dans un véhicule très niche, petite voiture sport, très petite. Fait qu'évidemment, pour l'espace coffre, c'est vraiment juste pour dépanner. Sonorité moteur qui est peut-être pas la plus belle sonorité, là. On sent que c'est un boxer. C'est pas la sonorité de ce que les moteurs VTEC de chez Honda nous apportent, mais quand même, ils livrent la marchandise parce que côté couple et puissance, c'est une nette amélioration par rapport à la génération précédente. Un autre petit compte, mais qui est un petit peu normal vu que c'est une voiture qui a des prétentions sportives, qui a quand même une conduite assez sportive dans son ensemble, il faut lui mettre de l'essence suprême. Fait que ça peut obligatoire. Être obligatoire. Selon la consigne. Exactement. Fait que ça peut être peut-être... C'est poche. Ça peut être peut-être un petit peu décevant pour certains consommateurs. La concurrence, bien, je vais vous dire, c'était tellement une voiture niche que j'ai essayé de voir des voitures qui donnent un peu ce comportement routier-là parce qu'on a une propulsion ici. C'est sûr que la concurrence, elle n'est pas là en grand nombre, mais on pourrait penser à un Chevrolet Camaro dans un sens, avec une propulsion, avec un 4 cylindres, pour être quand même quelque chose. Le Dodge Challenger avec un V6, mais vous n'aurez pas exactement le même feeling. Il y a à peu près 1000 livres de différence. Puis il y a 1000 livres de différence, comme tu dis. Un Ford Mustang également. On pourrait penser à un Honda Civic Type R, mais qui est traction et non propulsion, qui pourrait vous donner beaucoup de plaisir. SI. On pourrait penser au Honda Civic SI. Mazda MX-5, on est un peu plus cher chez Mazda, mais pas beaucoup. Pas beaucoup plus. On pourrait penser également à la Mini 3 portes et 5 portes, qui est quand même une voiture qui pourrait... Bonne remarque? Ouais, qui pourrait être intéressante, mais qui n'est pas exactement dans le même créneau, mais en tout cas, qui pourrait quand même qui est plaisante à conduire. On n'a pas essayé, mais ça va s'en venir, la Nissan Z, la nouvelle génération, qui est une propulsion qui pourrait avoir quelques sensations similaires à cette BRZ. Et si vous voulez le jumeau presque identique, on pourrait aller avec la Toyota GR86, le successeur du Scion FRS que tu possédais dans le passé. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur cette Subaru BRZ Sportec 2022? Petite anecdote, Ross. En 2013, tu m'as apporté la Scion FRS chez moi. Oui. Et après, je l'ai acheté. Alors... On risque de voir une prise 2. Peut-être prise 2, je ne sais pas. Je sais pas, je suis rendu plus vieux. Mais néanmoins, ce véhicule-là représente, je pense, toutes les améliorations que j'aurais voulu y faire. Oui. On voit le raffinement par rapport à l'autre génération, oui, là, oui. Puis les améliorations. C'est une compagnie qui est à l'écoute de ses clients. Oui. Moi, je pense qu'on se plaignait que peut-être c'était un petit peu trop bruyant, que ici, là, tout ça ici, ça devrait être mis à jour. On parlait aussi que la puissance, surtout les Américains parlent souvent du torque dip. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'ancienne génération, le moteur 2 litres, à 4500 tours, tu sentais qu'il y avait un baisse de couple. Il était essoufflé un peu. Il était essoufflé un peu, puis ça repartait 1000 tours plus tard. Fait que c'était un peu bizarre comme expérience de conduite. Un YouTuber américain disait « Ouais, mais tu peux shifter. C'est pas, ça sert à ça, une transmission manuelle. » Cependant, ce même YouTuber américain disait « Tu peux pas shifter quand tu es en première. » Et c'est une très bonne remarque. C'est pas la mienne, alors je vais lui donner crédit. Alors, à ce moment-là, ce moteur-là vient pallier à beaucoup de ça. Ça paraît pas... Si on regarde les chiffres, on dirait que Coudon n'est pas tellement plus puissante que ça, mais c'est dans les caractéristiques de la courbe de puissance et aussi juste donner un petit peu plus de puissance pour une voiture si légère, ça donne vraiment des grosses différences. On est habitué de conduire dans des VUS qui pèsent 4000 livres. On augmente les chevaux de 20-30, on augmente le couple de 20-30, on ne sent pas vraiment la différence. Dans une voiture de même, on ressent la différence. Ce qui arrive,
c'est que le 0-60 avec la transmission manuelle se fait en quasiment 6 secondes. Ça, c'est une voiture très sport il y a 20 ans. OK? Alors, à ce moment-là, première, deuxième, ça tire beaucoup. Même chose que la Honda Civic, la troisième vitesse laisse peut-être un petit peu à désirer. Lorsqu'on vient pour des dépassements, ça fait beaucoup de bruit, mais que ça n'accélère pas tant que ça. Alors, on n'est pas dans les turbos compressés de, par exemple, les Allemands, de, par exemple, les Coréens, et par exemple, le turbo compressé de Subaru WRX, qui est légèrement plus cher, mais pas beaucoup. Qu'on essaiera la semaine prochaine. Et que c'est une voiture 4 saisons et qui est plus convenable, tout le kit. Ross, cette voiture-là, la direction, elle est écœurante, combinée avec les bancs, combinée avec la position de conduite, combinée avec les caractéristiques de la suspension, le devant qui flotte un petit peu, qui fait vraiment voiture sport. C'est une expérience comme aucun de ses rivaux est capable de donner, avec l'exception de la Miata MX-5. Oui. Alors, vraiment bien à ce niveau-là. On offre quelque chose de unique. On offre une silhouette qui est incomparable à la compétition. Moi, je trouve que c'est la plus belle de loin, dans mon opinion. Moi, quand je vois un jeune dans cette voiture-là, je vois un jeune qui travaille fort, qui n'est pas mort à l'intérieur. C'est vraiment extraordinaire quand je vois quelqu'un. On utilise souvent ce terme-là au Québec, extraordinaire, mais cette voiture-là, et moi je pense les clients de cette voiture-là, bon, j'en ai été un, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est quand même quelque chose, ça dit quelque chose à propos de quelqu'un que cette voiture-là. Il faut qu'il s'achète une voiture d'hiver. Ça le prend quelque part pour la mettre l'hiver. Quand il conduit avec cette voiture-là l'hiver, mon Dieu, ça va être compliqué. Ça dit quelque chose à propos de ses valeurs. Il est addict un peu au fun. Et puis, moi, j'ai eu ça dans ma jeunesse. Je suis content que les jeunes ont l'expérience aujourd'hui de ça. Exact. OK? C'est ça, être fair. C'est ce que cette voiture-là représente pour moi. Parce que contrairement à notre génération, ben, ce type de véhicule-là, qui était omniprésent oui, on avait plein. Dans les années 80, début 90, il y en avait plein. C'était les gros vendeurs. Évidemment, ça a disparu avec le temps, avec le vieillissement de la population. Puis, tu sais, aussi, la diminution du fun. C'est moins, on dirait, prisé comme activité, on dirait. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, puis c'est de même. Et c'est ça. Quelques petits détails que vous allez aimer, quelques petites notes random. Quand on est dans une voiture sport de même, on aime ça voir les courbes ici, aux quatre coins. Dans nos rétroviseurs, on voit le ronflement, on voit ici les ronflements, on sent qu'on est dans une voiture sport. Le tableau de bord est l'expression de design très fonctionnel, Ross. Très fonctionnel. Il n'y a pas de froufrou ici. Non. Et ça, c'est vraiment... c'est winner. Leur mission, c'est le fun. C'est le sport. La transmission manuelle, que moi, je dois dire que j'aime beaucoup parce qu'elle est tellement rough, elle va avec la personnalité de la voiture. C'est pas tout à fait la même expérience comme la Honda Civic SI que j'ai fait l'essai. Était plus smooth, la Civic SI, je te dirais. Ça, c'est un peu plus récalcitrant. Oui, c'est un petit peu plus tough. Un peu plus accrochant. Mécanique, on dirait, dans son fonctionnement, va très bien avec la caractéristique de cette voiture-là. Juste les petites grilles de haut-parleurs ici qui sont comme courbées. Ça, ici, là, les hottes de ventilation, ça fait quasiment comme aviateur un peu là, dans sa présentation. Vraiment bien à ce niveau-là. L'insonorisation est améliorée. Ouais. On le voit en dessous du hood, il y a comme des panneaux d'insonorisation. Valise, même chose. Il n'y en avait pas dans ma voiture en 2013. Exact. Je te dirais que la suspension, j'ai pas pu m'empêcher, Ross. J'ai regardé beaucoup d'essais routiers de cette voiture-là. On dit que cette suspension-là, elle est plus douce que la GR86. Moi, je trouve que c'est très, très bienvenu dans la Trail de Montréal. Au niveau de vivre avec à tous les jours, c'est vrai qu'on ressent les bosses, mais c'est jamais tough. Ça fesse jamais trop fort. Alors, à ce moment-là, moi, je trouve que c'est parfaitement adapté pour la Trail de Montréal, voire la Trail de Québec. On pourrait étendre cette trail-là à l'extérieur de la ville. On n'aurait pas de problème. Alors, à ce niveau-là, pas pire. Le volant, pas trop épais, mais le cuir est de bonne facture. Ça a changé avec ma version. Je te dirais que l'infodivertissement est somme toute assez facile à utiliser. Oui, le système audio, bon, on dit qu'il est premium, c'est pas la grosse affaire, mais jusqu'à un certain volume, ça joue assez bien et important, clairement. OK? Et puis, quand on est sur l'autoroute, on est en train de rouler sur l'autoroute, on l'entend bien. Alors, pas de problème à ce niveau-là. Ross, moi, je te dirais que c'est un coup de circuit, ce véhicule-là. Moi, je suis assis ici en avant. Je trouve que le confort des sièges, somme tout, pour 30 minutes, ça fait la job. Et plus que ça, mais c'est comme tous les compacts, ça devient un petit peu fatigant.
surtout dans la courbure du bas du dos. Ça nous prendrait un gros support lombaire. On n'en a pas. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ross, tes pensées finales? Évidemment, c'est une voiture que j'aurais pas de restrictions en location ou à l'achat. Évidemment, moi, je recommanderais ce véhicule-là probablement à partir du mois d'avril jusqu'à début novembre. Et après ça, je vous recommanderais d'avoir un véhicule pour vous véhiculer durant l'hiver. Mais par contre, en termes de sensation de conduite, c'est vraiment un véhicule rapport qualité-prix qui est assez unique par sa présentation dans une classe à part. C'est une classe à part. Prix très intéressant. Quand même, vous avez l'équivalent Toyota. Partnership entre Subaru et Toyota conjointement avec ce véhicule-là. Vraiment, là, si cette voiture-là vous plaît, là, c'est un coup de cœur, c'est une voiture niche. Et puis, elle plaira pour celui qui est amateur de conduite automobile. Petite remarque, dernière remarque, Ross, que je ferais. Moi, je mettrais cette voiture-là, sa compétiteur direct. Moi, je te dirais quasiment que c'est la Honda Civic SI. Parce que la Honda Civic SI, c'est un peu ce setup, mais beaucoup plus confortable, beaucoup plus convenable. Alors, si on veut ce genre d'expérience-là à bas prix et puis qu'on veut avoir la voiture 12 mois par année, je pense que la Civic, dans mon livre à moi, c'est l'alternative. Ou si vous voulez rester dans chez Subaru, bien évidemment, si vous écoutez la chaîne, la semaine prochaine, on aura la WRX 2022 qui, moi, est un véhicule que je peux utiliser 12 mois par année sans compromis de performance, tant au mois de janvier qu'au mois de juillet. Moi, je trouve que c'est un véhicule là, qui est vraiment pour l'échiquier automobile québécois. Tu complètes bien ce que je disais, Ross. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Subaru BRZ. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Quand même, on donne une analyse pas comme les autres et très spécifique à Montréal, Québec. Et si vous aimez vraiment la chaîne, allez vous abonner sur Instagram, suivre la page Christopher Car Reviews. On vous donne un petit aperçu des voitures à venir et c'est tout.